Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? Écoute, on va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, les ZFE ont-elles du plomb dans l'aile? On peut le croire en voyant les résultats de la consultation lancée par le Sénat qui a rendu son verdict aujourd'hui. Une participation record pour ce type de consultation avec plus de 51 346 réponses et 86% de particuliers défavorables. On en parlera avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Renault se transforme à la vitesse d'un Rafale et d'un Ace. La Renaulution est bien enclenchée sur tous les fronts. Une nouvelle Clio phase 2, un futur SUV inspiré de l'aviation des années 30, un partenariat premium avec Roland-Garros qui se poursuit sur 2023 et la sortie prochaine d'une série spéciale Roland-Garros de la future Renault 5 électrique. Yvan Segal, directeur commercial France de Renault, est avec nous. Et puis le métier de la semaine, c'est l'école de conduite. 2023, une année importante pour les professionnels de l'éducation de la sécurité routière. À l'initiative de Mobiliance, le 51e congrès sur le thème créateur de sécurité pour les mobilités. La mobilité dans le bon sens se tiendra donc au Havre, dans Seine-Maritime, les 26, 27 et 28 mai. Patrice Besson est avec nous. Patrice Besson, le président de la branche sécurité routière de Mobiliance. Cannabis au volant, un problème de santé publique. Et pour cause, la consommation de stupéfiants est la troisième cause d'accident mortel en France avec 13%, à égalité avec l'inattention, derrière la vitesse excessive ou inadaptée, 30%, et l'alcool, 22%. On en parlera toujours avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Et My Battery Health, je vous le dis en anglais, l'application qui diagnostique l'état de la batterie de votre voiture électrique. Bien que l'entretien d'une voiture électrique soit souvent moins contraignante que celle d'une hybride ou d'une thermique, la question de l'état de sa batterie reste centrale pour toute la durée du véhicule. Vous saurez tout avec Hervé Elouin qui est avec nous, PDG et des fondateurs de My Battery Health. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et donc les ZFE, c'est non, le résultat de la consultation du Sénat est tombé. On va en parler avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonsoir Pierre Chasseret. Bonsoir. Bonsoir, ça fait du bien. On est ravis de vous retrouver. Alors avant de commencer avec vous, pour tous ceux qui n'en auraient jamais entendu parler de ces zones à faible émission, qu'est-ce mon cher Pierre Chasseret? Alors on va faire très simple parce qu'en fait c'est très compliqué, à part pour ceux qui écoutent Sud Radio et qui sont très fidèles à 6h17 le matin. Les zones à faible émission, c'est simple et compliqué à la fois. Oui. Il faut comprendre que tout ce qui se passe actuellement, c'est pipi de chat. La zone à faible émission va véritablement être instaurée en France au 1er janvier 2025. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce sont des balbutiements. Pourquoi? Parce que toutes les métropoles, et attention, j'ai pas dit toutes les villes, toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants en France ont dans l'obligation le fait d'interdire de circuler au 1er janvier 2025 au plus tard les vignettes critères 3, 4, 5 et antérieurs. C'est-à-dire tous les diesels d'avant 2011, tous les véhicules d'essence d'avant 2006, c'est simple, c'est la moitié des Français qui ne pourront plus circuler dans les métropoles, dans les grandes métropoles à partir du 1er janvier 2025. Aujourd'hui, il y a 11 métropoles qui ont mis en place la ZFE. Oui et non. En fait, c'est ce que je vous disais. Pour l'instant, on est sur une petite application avec des dérogations parfois, avec des règles qui ne sont pas partout les mêmes. Non. La ZFE dure, celle qui va s'instaurer au 1er janvier 2025, celle qui fait bouger le sénateur Philippe Tabarot aujourd'hui, c'est ce texte qui, au 1er janvier 2025, va interdire dans toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants, c'est-à-dire tous les Français, parce qu'on va tous dans des métropoles de plus de 150 000 habitants parfois, ne serait-ce que pour partir en vacances, eh bien vous ne pourrez plus y circuler si vous avez un véhicule diesel d'avant 2011 ou un véhicule essence d'avant 2006. La moitié des véhicules. Alors revenons sur cette consultation. Oui, participation record, 51 346 votants, c'était organisé par le Sénat, le double de la consultation pour le 80 à l'heure. C'est un verdict sans appel, donc 86% des particuliers, comme le disait Cécile, qui sont contre. Est-ce que le gouvernement peut rester sourd à ce vote, comme il l'avait été sur le 80 à l'heure?
Ouais, vous savez quand est-ce qu'on avait lancé ça? On a été les premiers sur Sud Radio à en parler. C'était en 2006, lorsque le texte était passé dans l'émission Ça roule. On en avait parlé dès 2006 et on avait mis en garde tous les automobilistes. J'avais déjà parlé de cette bombe à retardement social. Aujourd'hui, la mission du Sénat, elle est simple, et la mission qu'a acceptée Philippe Tabarot, elle est géniale. C'est de désamorcer cette bombe à retardement social. Les résultats sont attendus. Pour l'instant, on a cette consultation. Alors, savoir que c'est le record en France, vous comprenez peut-être maintenant beaucoup mieux pourquoi j'ai toujours dit que les ZFE, c'était gilet jaune puissance 10. Eh bien, c'est pour cette raison. C'est parce qu'on a une France aujourd'hui à deux vitesses, avec ceux qui ont les moyens de se payer cette mobilité et ceux qui n'ont pas les moyens de se la payer. Je voudrais lancer un message à tous ceux qui pensent avoir la bonne voiture, à tous ceux qui pensent que les zones à faible émission, c'est bien. Je voudrais lancer ce message, leur demander si tous les membres de leur famille, tous leurs enfants, tous leurs petits-enfants ont bien la bonne voiture pour venir leur rendre visite. Si tous leurs amis ont la bonne voiture, et dans ces cas-là, vous allez vite voir que ça va changer et qu'on va se retrouver avec ce syndrome du 86% de la France opposé aux ZFE. Merci beaucoup. On revient avec vous dans quelques minutes. On reviendra sur les problèmes de santé publique, cannabis au volant. On va en parler avec vous, Pierre Chasseret, mais dans un instant, on va parler de Renault. Énormément de sujets, Renault, avec aujourd'hui son directeur commercial France, directeur commercial France, qui est avec nous, Yvan Segal. À tout de suite. Les vraies voix qui font rouler la France. On adore l'automobile sur Sud Radio avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Et notre directeur commercial France du jour de chez Renault, Yvan Segal, est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. De la nouveauté sur tous les terrains chez Renault. On va démarrer tout de suite avec la Clio, par exemple. Aujourd'hui, la Clio, nouvelle Clio. Enfin, elle est arrivée, 5e génération. Pendant longtemps, on s'était dit, c'est dommage, Clio 1, 2, 3, 4, elles se ressemblent un peu toutes. Et là, transformation, enfin, on a un physique, en tout cas, qui change. Alors, Clio, déjà, c'est notre icône. C'est 16 millions de véhicules vendus dans le monde. Donc, c'est vraiment le Graal et une histoire extraordinaire dans l'univers des Français et dans d'autres nationalités. Alors, effectivement, elle a beaucoup de générations. Et là, effectivement, on est fiers d'arriver avec une version d'une nouvelle Clio qui est très, très restylée de l'avant. Je pense avec un look qui va attirer. Et beaucoup plus expressive, agressive dans le bon sens du terme. Elle a à la fois une agressivité, un peu plus de sportivité et un look qui reste Clio et dans l'affectif des Français. Donc on a hâte de la lancer. Ça va être des prises de commande qui vont arriver vers le mi-juin pour des livraisons à partir de septembre. Donc on est prêt. Elle a un superbe look et elle a une vaste palette de motorisation. On commence avec un petit 3 cylindres 65 chevaux, parfait pour la ville, et on monte jusqu'à 145 chevaux en full hybride, et au milieu, un 100 chevaux turbo GPL. Oui. Et c'est étonnant, les GPL, on aurait peut-être pensé éthanol, je sais pas. En fait, on est sur ce segment des véhicules, on est sur un carrefour de besoins d'usages très très variés. Alors bien sûr, un usage urbain, mais on a des usages divers et variés. La Clio, on la trouve partout en France, dans les villages, dans les villes, un peu partout. Donc il nous fallait en fait une gamme à la fois qui, au final, est très simple, avec peu de finition, juste le juste nécessaire de finition, mais en revanche, les bons moteurs pour répondre aux usages des Français. Donc effectivement, on a des versions qui sont des moteurs essence, des moteurs diesel. On a un moteur essence couplé à du GPL, qui correspond réellement à une demande actuellement de la clientèle par rapport aux besoins de consommation et d'économie de consommation. Et puis on a notre flagship de motorisation, c'est notre moteur full hybride, e-tech, qui aujourd'hui déjà représente pratiquement sur la Clio actuelle à peu près 40 à 50% de nos ventes et qui va continuer à s'amplifier avec l'électrification et la vague d'électrification qu'on connaît aujourd'hui. Alors ce qui était assez étonnant avec les Clio, c'est que, ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures, c'est qu'on a l'impression qu'elle est tout public. Ce qui est assez rare quand même. Alors c'est vrai qu'elle est au carrefour de beaucoup de besoins, donc il faut trouver à la fois en termes de style, de design, mais également à travers les motorisations et les finitions, le besoin de différents Français. Certaines vont être en usage urbain, par exemple. Là, on a un moteur e-tech full hybride qui permet finalement 80% du temps d'être en fonctionnement électrique,
avec évidemment des consommations Donc de faire des extrêmement économies. faibles et faire des économies. Oui, c'est ça. Mais on a également des personnes en zone rurale qui ont besoin de charger, d'avoir de la polyvalence, de mettre du chargement, d'avoir des personnes dedans, de la famille, d'emmener à l'école. Bref, la vie quotidienne des Français. On a parlé esthétique avec Cécile, on a parlé moteur. Il y a une chose surprenante, vos sièges sont faits à base de textiles durables, à base de 60% de fibres biosourcées de cellulose de bois. Ça, c'est dans la mouvance. Hein. Oui, c'est l'écologie version Clio. Oui, Recyclage. alors ça va dans une logique de beaucoup plus vaste que simplement Clio, mais on l'étend déjà avec Clio. 60% de Tincelles, ce sont effectivement des fibres biosourcées, mais on travaille énormément dans le groupe Renault aujourd'hui sur tout ce qui est recyclage et tout ce qui est économie durable. Donc on récupère un maximum de tissus, de tout ce qui est aujourd'hui récupérable, L'acier, etc. Voilà, et recréer de la matière qui peut nous servir. Et là, dans ce cas-là, celui de sièges qui sont magnifiques et qui permettent en plus aujourd'hui d'aller dans le sens des besoins de la planète. De l'histoire, exactement. Fini le cuir, en revanche. On arrête le cuir. Oui, on arrive à une conclusion sur le fait que les besoins, après avoir un petit peu étudié, sont pas aujourd'hui complètement focalisés sur le cuir. On a d'autres matières aujourd'hui qu'on peut proposer sur le haut de gamme, sur nos versions haut de gamme, qui correspondent aux besoins. Et aujourd'hui, on constate qu'on n'a pas des besoins purs et durs sur du cuir. Donc Clio a 33 ans, je vais parler d'un temps que les moins de 33 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, c'était la Clio Williams qui était la version haut de gamme. Maintenant, avec la résurrection de la marque Alpine, c'est la griffe Alpine. Alors, c'est pas une marque Alpine, mais c'est quand même une griffe Alpine. Expliquez-nous. En fait, on couple dans l'univers des Français la marque Alpine. Elle a un univers extrêmement riche, fort. C'est une marque chez nous, hein. Elle a une gamme qui va se développer, mais on ne se prive pas d'utiliser l'univers d'Alpine pour en faire une version haut de gamme de nos différents produits chez Renault. Et donc une personne, un client chez Renault pourra s'offrir quelque part un peu de l'univers Alpine à travers son modèle Renault sur du haut de gamme qui lui donne de la sportivité et puis l'amène à l'univers plus sportif, Oui, évidemment. on peut avoir une voiture de pratique. l'esprit Alpine, Voilà, la c'est finition ça. esprit Alpine. On peut avoir une voiture pratique, mais qu'elle ait du peps. Bah oui. Mais vous avez du peps, vous êtes très pratique. En matière de prix, parce que ça c'est important aussi, la gamme de prix chez Renault, est-ce que ça veut dire qu'on a un peu serré les prix? Est-ce que c'est un prix qui est sur le segment plutôt honorable? Alors je vais pas divulguer parce que les prix sont pas encore divulgués, donc mais on a pour ambition d'être au cœur du segment qui est le segment en volume le plus important pour nous. Donc on sera au rendez-vous d'un bon compromis entre la prestation qu'on offre, les motorisations et un prix tout à fait raisonnable. Le mois prochain, vous allez Réponse de Gascon, ça. Le mois prochain, vous allez présenter, non pas au Mondial de l'Automobile à Paris, à Francfort ou à Genève, au Salon du Bourget, un nouveau modèle, le Rafale. Alors, le Salon du Bourget, c'est très bien placé pour parler de Rafale. Parlez-nous, c'est un SUV coupé. On est fiers de surprendre effectivement et où on nous attend au Mondial de l'Auto, on sera effectivement le 18 juin au Bourget, au Salon international donc de l'aéronautique pour présenter notre flagship, le fleuron de la gamme Renault qui va s'appeler le nouveau Rafale. Génial comme nom. Alors c'est un nom dont on est très fier et qui a une histoire derrière pour la marque Renault qui est prodigieuse. Je vous ramène en 1933, à l'époque où Renault, qui était pionnier dans les moteurs à explosion, a fait l'acquisition du groupe aéronautique Caudron. Donc la société s'est donc appelée Caudron Renault et elle a développé donc des moteurs à explosion pour les voitures, oui, mais pas seulement pour les voitures, pour les trains et pour les avions. Et c'est ainsi que en fait des avions ont été développés, dont le C460 qui s'appelle Rafale. Et nous avons conservé donc les noms et cet univers de noms autour de l'aéronautique avec une société qui était française, un nom français, pour réutiliser aujourd'hui le nom sur notre fleuron d'un véhicule qui sera donc, j'invite toute l'audience à se présenter le 18 juin, le 19 au Mondial, pas au Mondial de l'Auto, mais justement au Bourget pour découvrir ce fleuron de la marque Renault. Mais quand on utilise ce mot Rafale, forcément, j'ai envie de dire, derrière, faut envoyer du lourd.
J'imagine. Oui, c'est ça. C'est le cas, Oui, et c'est le cas. on le verra dans le look du véhicule qui donc a été déjà révélé et qui viendra. Alors il y aura derrière des énergies qui sont intéressantes. On va continuer dans la logique de nos moteurs e-tech hybride avec des moteurs extrêmement intéressants qui vont répondre à cet univers de Rafale. Et je rappelle aussi un petit point, c'est Allez-y. le mot Rafale par rapport à cette société. Il utilisait pour l'ensemble de ses avions des noms de vent. Et donc c'est comme ça que le mot Rafale est né à l'époque et qu'on utilise aujourd'hui pour notre flagship. Et je vous invite à dire ce que moi je disais hors antenne, de dire si vous achetez cette voiture, de dire mais moi ce soir je rentre en Rafale. C'est plutôt très chic lorsque vous sortirez de chez les gens. On peut les attendre, ce SUV, on peut l'attendre pour quand ? Ce SUV, il sera pas pour cette année, mais il est prévu dans un proche avenir. Donc il est révélé. 2024. Il est très Et énigmatique. on devrait le voir pointer au cours de l'année, effectivement, 2024. Là, c'est une réponse de Normand. Il y a également un partenariat avant le Salon du Bourget. Ouais. On va parler petites balles jaunes et terre battue. Un partenariat avec Roland Garros. Ouais. Ça commence maintenant, d'ailleurs, avec les tours de qualif. Alors effectivement, on surprend. Alors là, c'est la deuxième année puisqu'on était déjà présent l'an passé. Et on arrive de manière plus robuste. Pourquoi on est sur Roland Garros ? C'est l'actualité effectivement du moment. C'est qu'on partage finalement des univers qui sont assez communs. La France déjà, mais la France avec une visée internationale. Roland Garros attire, est un tournoi complètement international. Oui. C'est notre cas. La mobilité durable et tout ce qui est responsabilité sociale nous relie avec Roland Garros, et donc on est fiers d'y participer avec un partenariat dans lequel vous allez voir dans Paris 185 véhicules disponibles pour l'événement Roland Garros, dont des véhicules évidemment qui sont électrifiés ou électriques. Il y a 90 Mégane e-tech 100% électriques, des Austral e-tech. On a plein de modèles divers et variés pour l'usage du tournoi pendant toute la période, et donc on va voir ces véhicules circuler. D'ailleurs, en arrivant au studio, j'en ai vu une déjà qui roulait. Alors déjà, c'est pas facile d'arriver puisque il y avait une autre marque historique dont je tairai le nom. Donc effectivement, il faut s'imposer. Il y a des Twingo, ce qu'on appelle rétrofités. C'est intéressant de dire aujourd'hui que le rétrofit, c'est une façon on enlève le moteur thermique et on met des véhicules électriques. Ça veut dire que c'est ce que vous allez faire chez Renault, peut-être ? Alors, on travaille très activement aujourd'hui, notamment à Flins, sur toutes les possibilités de rétrofiter un certain nombre de véhicules en vue de les mettre en usage électrique à partir de moteurs thermiques. C'est un travail qui est long, sur lesquels on voit déjà des perspectives réelles un peu plus massives, notamment des réflexions sur les véhicules utilitaires. Et donc évidemment, dans le cadre de Roland Garros, on voulait montrer notre savoir-faire à travers la disponibilité de véhicules roulants électriques Twingo qui ont été rétrofités à partir de moteurs initialement thermiques. Il va y avoir une série spéciale, je crois, sur une Renault 5 Roland Garros. Effectivement, on va avoir une édition spéciale R5 Roland Garros qui préfigure... R5, c'est un véhicule mythique aussi, l'ancêtre de la Clio. Exactement, donc c'est un prototype qui va être disponible et en version Roland Garros, et qui préfigure évidemment le futur modèle de série qui va arriver prochainement, pareil, 2024. Et donc ça sera l'occasion, en allant à Roland Garros, de voir un petit peu comment la R5 électrique sortira prochainement. Les raquettes sont en série ou en option ? On peut travailler sur le sujet. Je connais pas tout le détail de l'accessoirie de la R5 électrique. Ce qui est intéressant avec ce partenariat avec Roland Garros, c'est forcément, on va dans le sens de l'histoire de la transition écologique, sur l'écologie, mais surtout sur la sensation de silence, parce que ce sont des voitures électriques. Quand on joue, on demande toujours le silence, donc il y a forcément une légitimité pour vous d'accompagner Roland Garros. Alors effectivement, il y a ce lien, je l'ai pas cité au départ, mais effectivement, Roland Garros, le tennis, faut pas trop de bruit, mais faut aussi beaucoup de passion. Je pense, on le voit dans les applaudissements du public, et je pense que chez Renault, on n'en manque pas. Donc, on a beaucoup de points communs pour développer et faire ensemble le succès de Roland Garros, et on est très fiers d'en être partenaire. Il y a un mot qui est sorti il y a quelque temps, il s'appelle Renaulution, c'est-à-dire que révolution chez Renault, c'est vraiment le cas. On a l'impression que Renault a accéléré partout, sur tous les fronts.
front son accélération et sa transition. Effectivement, on a profité d'une phase difficile du Covid pour se transformer, poussé par notre CEO Luca De Meo, et aujourd'hui il porte la Renaulution, qui est un axe stratégique important. Et vous avez lancé un projet de responsabilité, on parlait des sièges, c'est du très bon français, Give Me Five. Alors Give Me Five, effectivement, pareil, c'est un axe où on se met en lien avec Roland Garros, qui est un axe sociétal sur lequel, en fait, on joue, on l'a déjà fait l'année dernière, on recommence. Dès que vous allez avoir un service qui va être let, on force les joueurs à essayer de faire plus de let au service. Oui, là, il faut être précis. Hein, faut expliquer aux gens. Quand la balle touche le filet au moment du service et qu'il y a un let, dans ces cas-là, on le comptabilise et nous, on met pour une association qui s'appelle Give Me Five 100 € dans l'initiative. L'initiative derrière, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? C'est qu'on crée des cours de tennis dans des quartiers prioritaires. On en a déjà mis en place avec ce qu'on a pu récolter l'année dernière et on a bien l'intention de continuer. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Yvan Segal, directeur commercial France de Renault, avec ces jolis projets à venir. Merci de nous en avoir parlé. Dans un instant, on vous le disait, on va revenir sur un sujet aussi important, sur le sujet des écoles de conduite. Alors, vous savez, l'école de conduite est en train de se transformer, passer son permis aujourd'hui, ça devient plus facile, c'est plus encadré. C'est l'un des métiers de Mobiliance et Patrice Bessonne sera avec nous, le président de la branche sécurité routière de Mobiliance. À tout de suite. Les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Les professionnels de l'éducation de la sécurité routière tiendront leur congrès à l'initiative de Mobiliance. C'est au Havre le 26, 27 et 28 mai. On va en parler avec Patrice Bessonne qui est avec nous, président des métiers éducation et sécurité routière. Décidément, j'arrive pas à parler ce soir de Mobiliance. Patrice Bessonne, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ah, bah, vous êtes deux. Oui, merci beaucoup. Merci à Sud Radio de nous accueillir. Je suis avec mon vice-président, Lorenzo Lefebvre, et comme vous l'avez dit, Cécile, nous sommes en train de préparer, nous attendons à peu près 1000 écoles de conduite à partir de demain pour Havre. D'accord. Et on va parler de quoi aujourd'hui? Le sujet, finalement, c'est tous les défis à relever pour les professionnels de l'éducation routière? Oui, exactement. Lorenzo va vous dire, comme vous l'avez dit, Cécile, il y a des changements qui vont être opérés. On est en train de pousser pour que ces changements, soient surtout très positifs pour les jeunes, pour pouvoir avoir un accès à la mobilité plus rapide et surtout également pouvoir toujours avoir une sécurité active et à un coût abordable au niveau social. Lorenzo, peut-être. Lorenzo, justement, alors on parlait des défis à relever. Le financement, aujourd'hui, on le sait, hein, le permis coûte cher. Pour les jeunes, c'est un véritable problème. Quelles sont les pistes à explorer? Alors le financement du permis de conduire, on y travaille déjà nous depuis plusieurs années, puisque c'est le vrai problème aujourd'hui pour l'accès à la mobilité et l'accès à l'emploi. Donc il y a une proposition de loi là qui est en train de passer, qui va permettre à étendre le CPF et détecter, cibler les financements existants pour les jeunes. Mais nous on veut aller plus loin, puisque nous on souhaite qu'il y ait une possibilité de céder ou de prêter le CPF des parents vers les enfants pour permettre aux familles en France de pouvoir s'alléger du reste à charge au niveau du permis de conduire. Alors, la France va également mettre en œuvre l'approche dite système sûr qui a déjà été adoptée dans d'autres pays et c'est recommandé par les organisations internationales. Ce système doit permettre d'atteindre des objectifs de développement durable et de sécurité routière. Objectif divisé par 2 le nombre de tués sur les routes en 2030 et 0 tués en 2050. Vous allez en parler ce week-end et demain. Est-ce que c'est très ambitieux, mais est-ce que c'est réalisable? Alors oui, si on change de système, ça peut être réalisable. Totalement. Les pays européens, comme vous l'avez dit, et surtout les pays de l'Europe du Nord, ont déjà commencé à faire ça, et donc nous, on est un peu à la traîne. Alors, comment réaliser cet objectif? Eh bien, il faut travailler sur le comportement des jeunes au volant. Vous le savez ici, vous en parlez souvent à Sud Radio. Pour être un bon conducteur, il ne faut pas uniquement savoir manipuler la voiture, savoir manipuler l'auto, mais il faut avoir un bon comportement. Et le comportement, ça ne s'apprend pas dans un véhicule, mais ça s'apprend dans une salle de cours, avec plusieurs élèves, en présentiel. C'est un peu ce qui se passe de partout en Europe aujourd'hui, et il n'y a qu'en France où on n'arrive pas encore à mettre
des cours théoriques obligatoires en présentiel et c'est ce qu'on souhaite faire. Il y a aussi, la France va mettre en œuvre aussi l'approche dite de système sûr. C'est quoi exactement ? Alors, le système sûr, c'est en fait les liens entre les piliers de la sécurité routière. C'est-à-dire que vous avez au niveau de la sécurité routière des piliers qui sont la sécurité sur les routes, qui sont le pilier du code de la route des limitations de vitesse, qui sont les piliers de la formation du conducteur. Et ces piliers sont souvent sillonnés et il y a peu de liens entre ces piliers. Le système sûr, justement, c'est permettre à ce qu'il y ait des liens concret entre chaque pilier afin que tout le monde puisse travailler dans la direction d'une sécurité routière qui soit performante, en tout cas la plus performante possible. En tout cas, vous partez au Havre demain en Seine-Maritime, les 26, 27 et 28 mai. On vous rappellera après ce 59e congrès pour comprendre et pour voir quelles sont les avancées et qu'est-ce que ça a donné, parce que c'est important quand même le permis de conduire. Et puis merci beaucoup messieurs, merci à notre idole Patrice Bessonne d'avoir été avec nous et merci beaucoup à vous en tout cas. On reste. Merci avec grand plaisir. Allez tout de suite, Pierre Chasseret sera avec nous dans quelques instants. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio. Et Pierre Chasseret est avec nous sur un sujet très important. Pierre Chasseret sur notre... Allez-y, Philippe. Double drame du cannabis avec 3 policiers tués à Villeneuve-d'Ascq, percutés par un conducteur sous cannabis et alcool, lui aussi décédé, et une enfant de 6 ans tuée à trappe par une conductrice sous cannabis. Ça s'est passé ces 6 derniers jours. Pierre Chasseret, est-ce qu'on aurait pu éviter de tels drames ? On ne peut pas éviter tous les accidents, c'est une évidence. En tout cas, on peut mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas qu'ils se produisent. Le point commun entre tous ces accidents, c'est l'usage de stupéfiants. La difficulté aujourd'hui, et personne n'ose en parler, personne, c'est que si demain on lance une campagne généralisée, un samedi nuit, dans la nuit du samedi au dimanche, sur les jeunes conducteurs, 1 sur 2 est positif aux stupéfiants. Je le répète, 1 sur 2 est positif aux stupéfiants. Voilà pourquoi aujourd'hui une campagne massive de contrôle des stupéfiants n'est pas envisagée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de taux. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, les stupéfiants, c'est interdit. Le prendre, l'utiliser, c'est un délit délictuel. À partir du moment où vous êtes dans le délictuel, il ne peut pas y avoir de taux légal. Vous êtes positif ou négatif. Ah oui. Et donc que vous soyez encore sous l'effet du cannabis, ou alors que vous ne le soyez quasiment plus parce que ça fait plusieurs jours que vous l'avez consommé. Si vous êtes positif, ben vous perdrez les points qui vont avec et vous serez coupable d'un délit, celui de rouler sous l'empire d'un état dû aux stupéfiants, en tout cas positif aux stupéfiants. Voilà l'état de la réglementation. Donc maintenant, l'État de son côté avec un grand E a 2 choix. Soit il lance une vraie campagne de verbalisation, et à mon goût d'ailleurs de santé publique. C'est-à-dire qu'on pourrait passer par la voiture, par les contrôles voitures, pour permettre de réduire la consommation de stupéfiants. Parce que si nos jeunes demain savent qu'ils vont perdre leur permis, ils vont arrêter. C'est d'une évidence mécanique. Donc il faut lancer une vraie campagne de sensibilisation avant la répression massive. Et je pense qu'il faut... Vous savez, c'est simple, hein, normalement la sécurité routière, c'est une règle, une tolérance, une sanction. Aujourd'hui, la règle, on la connaît. La tolérance, on peut dire que c'est maintenant. Il va peut-être falloir passer à la sanction. Parce que comment voulez-vous imaginez, on est tous papa, on est tous grand-père, grand-mère, maman, on est tous oncle ou tante. Comment peut-on imaginer, est-ce qu'on peut 5 minutes se mettre à la place de la douleur de cette famille qui vient de perdre sa petite fille de 6 ans ? Oui, est-ce qu'on peut 5 minutes se mettre à la place de la famille de ces policiers qui ont perdu la vie, dont un qui allait être papa ? C'est effroyable, c'est inimaginable, c'est inconcevable. Je sais aujourd'hui, parce que mon association travaille avec le ministre Darmanin, je sais que le ministre de l'Intérieur va taper fort. Il faut du temps pour mettre en place des mesures. Je peux vous annoncer sur Sud Radio que ce sera avant la fin de l'été. Il y aura quelque chose sur les stupéfiants. Ça veut dire on ne peut pas... Oui. Mais ça veut dire, Pierre Chasseret, qu'il faut des contrôles. Parce que quand on demande ici avec Philippe David qui a été contrôlé rien que pour l'alcool, moi j'ai été contrôlé 1 fois dans toute ma vie en fait. Oui, et moi 3 fois en à peu près 2 millions de kilomètres.
Alors Philippe, ça veut dire que je sais quand est-ce que vous roulez. Et Cécile, je sais quand est-ce que vous roulez aussi. En fait, les contrôles aujourd'hui sont ciblés. C'est-à-dire que les forces de l'ordre n'ont pas les moyens, on le voit bien, les forces de l'ordre sont dépassées, les pauvres, sur le terrain. Ils n'ont pas les moyens d'être sur la route tout le temps. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles ciblent les moments où elles ont le plus de chances de prendre des individus qui sont sous l'effet de l'alcool et du cannabis. Donc grosso modo, ces contrôles, ils vont avoir lieu le dimanche et vous savez quoi? Accrochez-vous, le lundi matin aussi. Parce que le lundi matin, vous avez tous les gros fêtards qui pensent que leur soirée du samedi et les apéros et tout ce qu'ils ont pu consommer, bien sûr. Exactement, et ça ne l'est pas. Alors on va en profiter, on va faire un petit peu d'informations. Il faut quand même savoir, notamment sur l'alcoolémie, comment ça fonctionne. Une dose bar d'alcool, j'ai pas dit une dose généreuse maison quand on va boire un coup chez Philippe David. Non, je vous parle d'une dose bar. Une dose bar, c'est environ, quand vous la buvez, vous comptez 1 heure et vous êtes à, selon les sexes et tout, on va schématiser, 0,2 grammes d'alcool. Et ensuite, vous allez mettre en gros, en moyenne, 1h30 à l'éliminer. 1 heure à l'absorption, 1h30 pour l'éliminer. Ça veut dire que si vous prenez 2 verres dans une soirée de 3 heures, vous serez probablement très proche du taux zéro. Ça veut dire que dans le cas de celui qui a été alcoolisé à 2,08 grammes, je vous laisse imaginer le nombre de verres d'alcool qu'il faut au cours d'une soirée pour être chopé le lendemain à 7 heures du matin avec un taux à 2,08 grammes. C'est pas les fameux 10 verres qu'on a pu entendre sur tous les médias de France. C'est faux. C'est au moins le double. Au moins le double. C'est délirant. Donc il va falloir au bout d'un moment sévir. Je pense qu'il ne faut pas aller sur des mesures de type taux zéro ou ce genre de choses qui serait une imbécilité totale. Il faut aller sur des mesures acceptées, acceptables. Il faut ce taux qui est légal en France, qui est d'ailleurs inférieur sur l'alcool à celui de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est 0,8. La France, c'est 0,5. Et en Angleterre, vous avez 3 fois moins d'accidents liés à l'alcool qu'en France. Pourtant, Par contre, il y a beaucoup plus de contrôle en Angleterre. Mais Pierre Chasseret... Et surtout... Allez-y, finissez, pardon. Et surtout, l'Angleterre a réussi à faire comprendre que le 0,8 était une marge de tolérance suffisamment forte pour qu'à partir du moment où vous êtes au-dessus, ça tape très fort. Eh bien, c'est peut-être ça qu'il faut en France. C'est peut-être une vraie marge de tolérance, comme elle existe actuellement. Elle est souple. Mais quelqu'un qui a 2 grammes, je suis désolé, on ne peut pas concevoir que dans notre pays, quelqu'un roule encore à 2,08 grammes d'alcool. Et quand certains, Pierre Chasseret, demandent que sur l'alcool, comme sur les cigarettes, attention, l'excès d'alcool peut tuer, est-ce que c'est une réglementation qui, pour vous, irait dans le bon sens ? De la même manière que faire pipi dans un violon peut faire de la musique, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est pas parce que vous allez. C'est imagé. Voilà. Mais non, mais il faut être très honnête. Ce genre de mesures comme ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait un certain président de la République. Ça ne sert strictement à rien. La mesure, elle est simple. Une règle, une tolérance, une sanction. Quand vous avez compris ça, on a tout compris. Et si les Français aujourd'hui savent qu'il y aura suffisamment de contrôle sur la route pour que lorsque l'on roule au-delà de 0,8, c'est-à-dire dans un taux délictuel en France, vous êtes forcément pris et que vous n'échapperez pas au fait d'être pris, alors dans ce cas-là, vous vous inquiétez pas, ça va baisser. Pierre, je voudrais vous poser une question parce que j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Quand vous passez au tribunal pour une alcoolémie positive ou pour une positivité aux stupéfiants, est-ce qu'on est plus sanctionné pour les stupéfiants? Enfin, ça dépend, si on a 3 grammes d'alcool, c'est vraiment énorme. Les sanctions, elles sont aussi dures, plus souples, plus dures? Dites-nous. Alors Philippe, comment ça fonctionne aujourd'hui? Le contrôle stupéfiant est un contrôle chronophage pour les forces de l'ordre, ça prend beaucoup de temps et cher. Donc qu'est-ce que font les forces de l'ordre? Elles n'appliquent le contrôle stupéfiant que, quasiment, dans les cas où vous êtes contrôlé positif à l'alcoolémie. Parce que ce cocktail mortel alcool-stup, c'est 29 fois plus de probabilité d'accident, 29 fois plus que quelqu'un qui conduit normalement comme vous, moi. Donc en fait, ceux qui passent au tribunal pour une conduite sous stup, la plupart du temps, devinez ce qu'il y a avec. Eh bien, il y a de l'alcoolémie. Donc en fait, et c'est ça qui est génial en France, c'est que par contre, et c'est pour ça qu'il faut garder cette peine devant un tribunal. Parce qu'être devant un tribunal, déjà, c'est quelque chose. C'est impressionnant. Vous êtes devant un magistrat. Et il faut laisser l'opportunité au magistrat de pouvoir faire la part des choses entre Philippe David qui est parti boire un verre une fois et qui a peut-être fait une bêtise, voilà, une fois dans sa vie. Et c'est grave. Et il aura une peine. Mais il faut faire la différence avec celui qui est un consommateur régulier, qui ne s'en sort pas. Je me pose aussi une question, inlassablement, je me demande toujours pourquoi
dans ceux qui ont été pris avec alcoolémie en récidive, il n'y a toujours pas d'éthylotest anti-démarrage dans les voitures. Vous savez, des fois, je suis un peu bête, moi, comme garçon. Hein. Mais je me dis, quand vous avez quelqu'un qui a été pris 3, 4, 5 fois en alcoolémie, bon, on va peut-être lui poser un éthylo dans la voiture au bout d'un moment, non? Ça paraît de bon On va sens. peut-être l'interdire de rouler tout court, c'est tout. Alors, lui interdire de rouler, le problème, Cécile, c'est que ça, c'est une mesure sur le papier qui est effectivement la meilleure des mesures. Mais le problème, c'est qu'en France, on est le pays qui compte 1 million de conducteurs qui roulent sans permis de conduire. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas parce que vous enlevez le permis de conduire à quelqu'un qu'il va arrêter de conduire. Malheureusement, dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit quand même, sans assurance, sans permis, et à partir de ce moment-là, il pèse pour 2 fois plus en proportion dans les nombres de tués sur la route. Vous voyez le truc, c'est que de temps à autre, la mesure qui paraît évidente, elle est difficilement applicable, parce que, et c'est pour ça que la mesure de Gérald Darmanin, la première où il avait dit quelqu'un qui est pris en stupéfiant, il faut lui enlever les 12 points sur le permis de conduire, je pense qu'il n'ira pas dessus, parce que cette mesure supprimerait le permis, ferait que cette personne potentiellement continue à rouler à travers les contrôles et représente encore un surrisque d'accident. Donc il vaut mieux multiplier les contrôles, choper les délinquants routiers, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui est dans une conduite délictuelle, et à partir du moment où vous avez cette probabilité forte de les attraper, eh bien ça va changer. Regardez les radars. Alors certes, vous me connaissez, j'ai toujours pas compris l'intérêt de sanctionner quelqu'un qui était 3 km/h au-dessus. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'il faudrait une tolérance. En revanche, une chose est sûre, des gens qui roulent 40 km/h au-dessus, tout le temps, tôt ou tard, ils ont un problème de permis de conduire. Eh bien, il faut cette même probabilité appliquée à l'alcoolémie. Alors, on n'aura jamais de radar à alcool sur les routes. En tout cas, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, le seul moyen de le faire, c'est de remettre des forces de l'ordre sur la route. Et j'ai toute ma confiance. On a une chance en France. On a eu un délégué interministériel à vendre qui a fait beaucoup de bêtises, 80 km/h et autres. C'est vraiment, comme dirait le président de la République, une connerie. Et puis là, on a une déléguée interministérielle, Madame Sécurité routière en France, s'appelle Florence Guillaume, et qui a été la plus jeune générale de gendarmerie en France. Elle vient du terrain, elle connaît le terrain. Et je peux vous dire, pour l'avoir rencontrée, qu'à mon avis, les bonnes mesures, elle va savoir les prendre avec l'acceptabilité des Français, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne veut plus de chauffards à 2 grammes sur les routes et totalement sous stupéfiants. Merci beaucoup, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Merci beaucoup. Dans un instant, on va se demander si, effectivement, comment savoir si la batterie de sa voiture électrique est en bon état. On a une solution pour vous. On en parle dans un instant. Ça s'appelle My Battery Health et son fondateur est avec nous, Hervé Eloin. À tout de suite. Les vraies voix qui font rouler la France. Et la question du soir que l'on se pose, comment savoir si la batterie de notre voiture électrique est en bon état? Et ça, c'est une vraie question. On va en parler avec Hervé Eloin. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, président fondateur de My Battery Health, donc ma batterie en bonne santé. C'est une application qui vous permet d'obtenir un bilan finalement complet de votre batterie. Mais finalement, d'où ça vient cette application qui est plutôt assez récente, 2019? Alors en fait, c'est My Battery Health, donc la santé de ma batterie. Et il faut savoir que j'avais créé une première application qui s'appelle T4U pour Tesla, où on avait récupéré énormément de data. On a 60 000 utilisateurs dans le monde de cette application. Et une question récurrente des utilisateurs était « Et ma batterie ? Est-ce qu'elle est usée? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Comment je fais pour la maintenir en bonne santé ?» Voilà, c'est ça. Et donc nous est venue l'idée de créer une application spécifique, My Battery Health, qui traite uniquement la santé des batteries de toutes les voitures, par contre électriques et hybrides, toutes marques. Vous êtes une start-up. Racontez-nous comment vous avez été créé. Je crois que vous travaillez avec Scale Up Booster, qui est un accélérateur de start-up. Comment est né My Battery Health? Alors j'essaye de prendre l'accent, mais c'est pas terrible. Mais c'est pas obligé, je crois. My Battery Health. Voilà. What else? En fait, j'ai une société dans le digital et la période Covid nous a arrêté un peu notre fonctionnement et ça nous a permis au contraire de développer cette application, de mettre des consultants dessus et de travailler. Donc ça nous a beaucoup boosté pour cette application. Et puis ensuite, nous avons été accélérés effectivement par Scale Up Booster, qui nous a aidé à faire l'étude marketing, le marché, et puis surtout nous implanter aux États-Unis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc énormément de voitures électriques sont quand même vendues aux États-Unis et que nos 2 plus gros clients actuels sont aux États-Unis. Donc là-dessus, Scale Up Booster nous a beaucoup aidé. Et puis en France, on essaye maintenant de se faire connaître. Donc on a plusieurs articles presse. On a commencé des époques avec des gros constructeurs et des gros intégrateurs de solutions.
Et donc maintenant, vous verrez la solution My Battery Health de plus en plus dans les centres auto et dans les garages. Alors c'est une application qui est totalement gratuite qu'on peut télécharger. Qu'est-ce qu'on cherche comme type de résultat quand on télécharge ça? C'est la durée de la batterie, c'est quoi? Alors notre cible, c'est la voiture électrique ou hybride d'occasion. Et ce que cherchent les gens avec cette application, c'est être rassuré avant d'acheter une voiture d'occasion. Et donc effectivement l'application, le téléchargement est gratuit. Vous faites le test en 1 minute, c'est très très simple. Vous rentrez votre immatriculation, quasiment tout est automatisé avec des connexions chez les constructeurs. Et puis vous obtenez un score de A à D, une grille de lecture très simple, de vert à rouge. Et puis ensuite, si vous voulez un rapport détaillé, complet, qui vous précise les capacités, qui vous précise l'état par rapport aux autres véhicules, et surtout la prévision dans le futur de l'usure, là, le rapport est payant 25 €. Oui, ce qui n'est pas énorme. C'est aussi un gage de qualité quand vous revendez votre propre voiture à quelqu'un, de lui donner finalement un bilan, comme on pourrait faire avec un moteur. Oui, c'est ça. Alors l'idée que l'on a, c'est de dire, imaginons vous voulez faire un tour en voilier en haute mer, et puis vous regardez pas la météo et vous comptez sur la chance à vous dire bon, il fera peut-être du soleil et ça ira. Et donc c'est un petit peu l'idée que l'on a, c'est d'acheter aujourd'hui une voiture électrique, c'est de se dire je sais pas ce qu'elle a la batterie, si elle est bien, et j'aurai de la chance et on verra. Et donc on règle cette question du on verra. Nous, on donne avec précision l'état de santé de la batterie et vous achetez exactement ce que vous voulez et vous savez si l'état est bien ou pas. Hervé Allouin, les batteries, ça va dans les véhicules électriques, mais aussi hybrides. L'importance est la même? Non, l'importance... Le diagnostic? L'importance n'est pas la même, le coût n'est pas le même. Une batterie de voiture électrique, ça va de, on va dire, 5 000 € jusqu'à 15 000. Peut-être plus chez Porsche. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est très cher. Oui, c'est assez cher. Aussi cher, et alors que effectivement, dans les voitures hybrides, on est sur des montants nettement inférieurs, dans l'ordre d'1 millier d'euros, voire un petit peu en dessous. Donc l'importance n'est pas la même. Par contre, notre test fonctionne de la même matière sur les deux types de véhicules. On va vous demander forcément, puisque vous avez des informations, vous utilisez des informations sensibles, liées à la voiture, non stockées, c'est ce qu'on va vous demander, parce que quand effectivement vous allez chercher des informations sur notre voiture, on n'a peut-être pas forcément envie de tout donner. Est-ce que c'est forcément, vous ne stockez rien? Comment ça se passe? Alors on a deux méthodes de mesure pour la batterie. Une méthode complètement automatisée où vous nous autorisez les accès chez le constructeur et nous ne récupérons que les données liées à la batterie et effectivement on ne stocke de toute façon rien, juste le résultat et l'immatriculation de la voiture. Et on a une autre méthode pour les gens qui veulent absolument pas nous confier leurs identifiants. C'est de rentrer manuellement les informations, donc le choix de la voiture, il y a plusieurs informations à rentrer qui sont marquées dans l'application. Et puis le calcul s'effectue de la même façon. Et pareil, on ne stocke de toute façon rien, juste le rapport, l'état de santé, l'immatriculation, c'est tout. Une fois que vous avez rentré vos informations, est-ce que l'application peut vous dire, attention, la durée de vie est tant, ou faire des alertes? Est-ce qu'il faut assez régulièrement revenir sur l'application pour regarder ou... Alors effectivement, c'est une bonne remarque. On fait une mesure ponctuelle, et donc comme toute mesure ponctuelle, ça donne l'instant T. Et ce que l'on préconise dans l'application, c'est de faire plusieurs mesures. Et donc il y a des petits rappels qui reviennent quand vous avez téléchargé l'application, qui reviendront tous les mois. Et une fois qu'on a 3-4 mesures, on est capable de tracer l'historique et surtout de prédire le futur. Il nous faut au moins 3 mesures pour prédire l'avenir de votre batterie. Ah, très bien. Et professionnellement, vous pouvez le faire pour nous ou pas? Non, je plaisante. Une question, il nous reste vraiment 40 secondes. Vous travaillez avec les États-Unis, vous avez une implantation pour une start-up française qui va dans pas mal de pays? Oui, alors on travaille dans beaucoup de pays, effectivement. On a des appels vraiment du monde entier parce qu'on est dans les premiers à avoir cette technologie. Et donc on a 2 énormes clients aux États-Unis, on a des clients au Japon, des contacts actuellement en Australie et un contrat en cours en Israël. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. Donc ça s'appelle, c'est bien toujours de le rappeler, My Battery Health en anglais. Vous pouvez aller voir sur télécharger là si vous avez une voiture électrique ou une voiture hybride. Merci beaucoup Hervé Allouin d'avoir été avec nous, PDG fondateur de cette belle application entre autres. Dans un instant, Yvan Cuju sera avec nous. Oui, alors vous n'avez pas 1 heure ce soir Yvan, mais 1h30, émission spéciale en hommage à Tina Turner. Et on va également parler d'un chanteur français qui nous a quittés aujourd'hui, Jean-Louis Murat. Il est accompagné de Frédéric Jouve et de plein de très beau monde. Merci à Jean-Marie Bordry d'avoir préparé cette émission. Merci nos équipes. Et on se retrouve à 17h demain avec vous, Philippe. Avec un immense plaisir. À demain, salut. Demain.